à tous, on est en direct avec les facteurs du Mekong. Aujourd'hui c'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est 4 invités pour le prix d'un qu'on a. On reçoit donc les facteurs du Mekong 2, facteurs du Mekong 2 puisqu'il y a eu une première édition 2 ans auparavant et là la deuxième édition avec Lorraine, Charles, Tanguy qui ont réussi à se connecter tous les 4 en direct. Merci beaucoup d'être en direct. Est-ce que tout le monde m'entend bien? J'espère que l'événement fonctionne bien. C'est bon pour vous? Ouais, c'est bien, ouais. Voilà, alors n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions en direct, hein, vous mettez des commentaires à la vidéo et puis je pourrai les voir et y répondre. Je vais essayer de me connecter en même temps. Vous pouvez me dire par exemple si vous nous entendez bien pour l'instant, de quel endroit vous nous regardez, avec qui vous êtes, si vous êtes avec vos enfants, avec votre chien, si vous êtes à Asnières-sur-Seine ou à Katmandou. Dites-nous tout et vous pourrez au fur et à mesure bien sûr poser des questions aux facteurs du Mekong. Voilà, j'ai l'impression que ça commence à arriver. Vous êtes déjà quelques-uns à nous suivre. Super. Alors les facteurs, vous allez bien? Ça va très bien. Ouais. Et toi? Ça va super, et toi? Ça va très bien, pas trop stressé pour cette première interview live à 5. C'est une première historique, hein. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire d'Enfants du Mekong. Non, ça va. Écoute, tu nous diras après si c'est pas donné. Ouais. Alors déjà, est-ce que peut-être maintenant qu'il commence à y avoir quelques personnes qui se connectent, j'arrive pas encore à accéder à vos commentaires, mais n'hésitez pas à en mettre puisque d'autres doivent les voir. Et puis le but c'est d'être aussi un peu ensemble malgré le confinement. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots qu'est-ce que c'est que cette aventure des facteurs du Mekong? D'où est venue l'idée? Qu'est-ce qui vous a pris de faire un peu cette aventure de taré? Ouais. Alors, vas-y. Alors, d'où est partie cette histoire? Autour d'une bière à Saigon, où voilà, après quelques mois de mission Enfants du Mekong, on était projetés dans un univers qu'on connaissait pas du tout, et puis du coup tout nouveau projet traversait notre esprit en se disant que rien n'était interdit, puisque quelque part on avait pu au Carper au fin fond de l'Asie, donc voilà. Puis un jour on a pris une bière avec nous, on s'est dit c'est quand même trop marrant qu'à la fin de notre mission on se lance dans un projet pour rentrer par la route jusqu'en France. Puis après les choses se sont faites un peu au fur et à mesure. On en a parlé à Charles et Tanguy qui eux étaient au Cambodge, moi j'étais au Vietnam avec Louis, et puis au fur et à mesure voilà, la discussion a pris. Pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé vers un tuk-tuk? Ça c'est une bonne question. Au début on ne savait pas trop, le projet a mûri, ça a pris pas mal de temps à se construire, et au tout début on ne savait pas exactement quelle forme ça prendrait, et donc on a demandé à Enfants du Mekong ce qu'ils en pensaient. À l'époque, toi, Xavier, tu étais en mission aussi, tu étais à vélo, et avec Caroline. Et donc, quand on a demandé à Enfants du Mekong, ils nous ont dit que c'était peut-être mieux de reprendre une initiative qui avait déjà été faite une fois, qui avait déjà son soutien sur le réseau, qui était connu, qui avait déjà apporté quelques nouveaux parrains à l'assaut. Et donc, on a repris l'idée de 3 qui étaient 2 ans avant et qui étaient, je crois, tous les 3 au Cambodge, et voilà, et on a rameuté dans le troupe donc Charles et Tanguy après, et puis ça nous a pris quelque chose comme 8 mois pour tout préparer avant de partir, donc voilà. Voilà, et donc le projet Facteur du Mekong, concrètement qu'est-ce que c'est? Quelqu'un veut se lancer? Charles? Alors, le projet Facteur du Mekong, d'abord c'est un projet de communication en fait pour les enfants du Mekong. Donc l'idée c'était de faire connaître plus largement cette association et ce magnifique projet qu'est Enfants du Mekong. Donc par l'intermédiaire en fait des courriers écrits par les filleuls en fait. Chaque filleul enfant du Mekong écrit des lettres à son parrain de manière plus ou moins régulière, dans l'idéal 4 fois par an. Et donc nous l'idée c'était d'utiliser ce levier des courriers donc pour faire parler les enfants du Mekong. Donc l'idée c'était de retracer de manière concrète l'itinéraire de ce courrier jusqu'en France, donc jusqu'aux parrains. Donc on a ramené une centaine de lettres jusqu'à leurs parrains, que ce soit à Marseille, à Lyon, à Reims, à Paris. Et le tout en tuk-tuk. Il faut quand même le préciser parce que ça paraît évident pour vous, mais donc les tuk-tuk c'est des espèces de petits moyens de transport avec un moteur de mobilette
qui avance à combien 40 km/h par vent arrière, non? Ouais, au début il avançait à 60 ou 70. Ah oui. Je pense que Charles a fait une pointe le premier jour à 65, quelque chose comme ça. C'est ce qu'on a fait plus rapide, c'était en Thaïlande, juste au-dessus de Bangkok. Et ensuite à la fin on n'arrivait pas à dépasser 35 je pense. Et puis on n'arrivait plus à monter les toutes petites sorties de supermarché quand ça montait un peu, on devait pousser, c'était l'enfer. Mais au début il roulait mieux qu'à la fin. Alors, du coup, c'est... À la fin, même une petite colline. Ouais. Du coup, on comprend que traverser les deux tiers... On comprend que traverser les 2 tiers du monde à 30 km/h, ce soit un peu une éloge de la lenteur. Comment est-ce qu'on apprend à prendre le temps? Allez vite en guillemets. Comment est-ce qu'on apprend à prendre le temps? Bah, déjà, on charge pas mal le tuk-tuk de tous les bouquins qu'on a pu trouver, ramasser ici par là. Donc, on regarde les paysages, on lit beaucoup, on fait des mauvaises blagues avec ses copains et puis l'éloge de la patience, je sais pas, on a réussi à s'occuper et puis il y a quand même pas mal de soucis mécaniques, de soucis de visa qui nous prennent plus d'énergie que de trouver quoi faire. Ouais, en fait l'horizon est très restreint finalement, c'est pas tant de toute façon, on n'a pas, quand on commence le voyage, on n'est pas tout de suite 6 mois après en cours, donc l'horizon c'est vraiment la fin de la journée. Il n'y a pas grand chose d'autre que de contempler le paysage et de gérer la nourriture qu'on doit prendre et notre tuk-tuk qui était devenu super capricieux, donc ça c'était aussi un des... au bout d'un moment, à partir de l'Iran, de la Turquie, on était très très souvent chez le garagiste, il fallait qu'on prenne soin quand même, parce qu'en fait sinon on ne pouvait pas rentrer. Et donc ça devenait un peu un focus, et puis entre nous, mais ça on en parlera après, je pense plus pour la partie confinement, puisqu'il y avait aussi évidemment un travail à faire entre nous quatre pour que ça se passe bien. Quoi. Ouais. C'est un autre sujet. Pour compléter, je dirais juste qu'on apprend à vivre au jour le jour et juste simplement une petite adaptation, on apprend les choses simples. J'en pense au tout début du tuk-tuk, Lorraine avait acheté des Scooby-Doo. Ah, j'en ai refait pendant le confinement. On avait fait des Scooby-Doo, Wow. des choses toutes simples. On aura tout à l'heure, je crois, une démonstration en direct d'un tissage de Scooby-Doo, mais on va pas tout révéler tout de suite. Donc on apprend la lenteur, on apprend le confinement. Louis, tu veux nous en parler un peu, puisque alors on comprend bien que c'est pas la même chose que ce confinement, mais n'empêche, vous disiez qu'il y avait des journées assez lentes, vivre au jour le jour, des choses assez répétitives, assez simples, et puis vivre à 4 dans un habitacle de 1,5 m². Comment ça s'est passé? Bah, c'est pas la même chose, mais la veille du jour où tu nous as proposé, Xavier, de faire ce live, je dormais pas très bien et je me suis dit qu'il y avait quand même quelques ressemblances parce que moi ici je suis confiné avec mes frères et sœurs et avec ma fiancée et pour moi ce qui me semble le plus c'est qu'on a un horizon temporel qui est défini ici comme dans le tuk-tuk et que dans les deux cas on savait pas exactement ce qu'il était, on savait que ce serait quelques semaines, quelques mois en gros, que c'était pas pour une vie. Et donc au début on s'était dit on va faire un point toutes les semaines en disant ce qui va pas, tous les lundis ou je sais plus quoi, et finalement on l'a jamais fait et tant mieux parce que ça aurait attisé des tensions très fortes de tous les lundis remettre sur la table des trucs qui vont pas alors qu'il y a tellement de choses qui allaient bien aussi. Je pense que ça aurait mis un peu d'huile sur le feu et c'est un peu la même chose ici, il faut apprendre à vivre avec tous les petits défauts des gens, faut essayer on est à peu près, on a tous à peu près la même barre de niveau de qualité, donc on fait chier les gens en tant qu'ils s'emmerdent et donc il faut réussir à vivre avec ça et je pense qu'on a vraiment bien réussi, je pense qu'on a dû s'engueuler 2 fois en 6 mois, on a très bien réussi à vivre ça en prenant sur soi en fait et puis le lendemain ça va mieux quoi. Mettre de l'eau dans son vin plutôt que de l'huile sur le feu, quoi. Oui, Charles, tu veux compléter? Ouais, mais après c'est pas la même chose dans un engagement plus long, mariage de famille, où il faut se dire les choses parce que sinon ça explose à la fin. Là, et c'est la même chose dans ce confinement, quand c'est temporellement défini, pour moi c'est différent. Ouais, la différence, il y en a un, je trouve, qui était un choix. C'est-à-dire que le tuk-tuk, on l'avait choisi, on l'avait préparé, on savait que c'était pour une durée déterminée. Je trouve que le confinement, effectivement, tu ne choisis pas quoi. C'est un peu tu te retrouves
retrouves avec les personnes enfin, de ta famille qui sont autour de toi à l'instant T, et puis tu sais pas trop quand est-ce que ça va se finir. C'est une dimension, je trouve, un peu différente. Ouais, alors Lorraine, justement, il y a une... Ouais, après, on est dans cette... Lorraine, il y a une question spécialement pour toi sur Facebook. Vous pouvez bien sûr poser vos questions. Lorraine, comment as-tu fait pour supporter 3 garçons? Pardon, j'étais sûre qu'elle allait tomber cette question. Comment j'ai fait pour supporter 3 garçons? Bah déjà parce qu'ils sont quand même assez sympas et assez simples, donc ça aide. Et puis après, j'ai quand même une grande capacité à être dans ma bulle, c'est-à-dire qu'effectivement, quand il y avait des débats sur des débats foot ou des débats politiques, potentiellement, c'est ces moments-là où moi je fermais un peu mes oreilles et je rêvassais, je pensais à plein de choses. Après, à vrai dire, pendant tout le trajet, on n'a pas tellement été que entre nous, parce qu'on était régulièrement donc invités chez des gens, et régulièrement donc avec des personnes extérieures et des filles. Donc quelque part, j'ai pas eu ce ressenti d'être en permanence avec 3 mecs pendant tout le voyage, donc ça m'a pas perturbé. C'est ça la question. Alors, il y a eu aussi des belles rencontres. Pour le coup, c'est un peu différent du confinement. Le voyage vous a permis de rencontrer pas mal de monde. Tanguy, tu veux nous parler? Il y a peut-être des rencontres qui t'ont marqué en particulier? Et Tanguy est en Normandie. Le micro déjà, comme Charles, qui, quand il veut parler, doit enlever son micro, je le rappelle. Des rencontres qui m'ont marqué pendant le voyage, il y en a énormément parce que, comme le disait Louis plus tôt, chaque journée en fait avait son propre objectif, et souvent l'objectif c'était de trouver un toit pour le soir. Et c'est ça qui m'aura plus marqué tout au long du voyage, c'est l'accueil qu'on a reçu partout, dans tous les pays où on a été. On a trouvé des gens qui nous ont accueillis, alors de temps en temps au fin fond dans les garages en Chine, mais aussi en Iran chez les pompiers, à Trabzon, dans un chalet avec quelqu'un qui nous transportait en 4x4 pour monter et descendre de la colline. Voilà, c'est que des souvenirs de rencontres chaleureuses et de gens qui étaient hyper contents de rencontrer 4 Français qui avaient un projet de voyage et de pas partager ça avec nous, même si c'était pour une soirée. Et ça, c'est des très très bons souvenirs. Un couple de Français qui avait compris qu'on arrivait à 2 pour 4 jours et on est resté à 4. Donc pour l'histoire de visa, on a eu des petits soucis, on a dû rester un peu moins que prévu. Et c'était vraiment un accueil royal, qu'on était vraiment reçus comme des rois pendant un mois. Moi ça m'a beaucoup marqué, comme quoi c'est des Français qui vivaient à l'étranger mais qui ont une capacité d'accueil impressionnante. C'était une sacrée rencontre. Ouais, et aussi en Chine, pour traverser le territoire chinois en tant qu'étranger avec un véhicule, on est obligé de payer très cher, des 10 000 € pour un mois, et d'être accompagné d'un guide. Et donc ça c'est obligatoire pour traverser le territoire. Et donc nous on avait un guide, une guide qui s'appelait Green, c'était son nom européen qu'elle avait choisi, et son nom occidental. Et donc on est resté un mois avec elle, on était 5 à ce moment-là dans le tout très serré, mais c'était une rencontre incroyable puisque elle avait l'habitude de faire ça dans des grosses bagnoles avec dans un certain confort qu'elle avait à chaque fois avec nous, comme ça. Et là c'était la première fois qu'elle faisait ça dans un tuk-tuk. Elle était un peu effrayée au début parce que c'était difficile de braver l'autorité en Chine et que c'est un peu ce qu'on faisait, et puisque c'était pas habituel de voir ça. Il y avait des régions dans Xinjiang au nord-ouest de la Chine où c'était plus compliqué que d'autres puisque c'est une région de musulmans ouïghours où c'est très compliqué entre les différentes communautés, et nous on arrivait là-dedans. Parfois les gens n'acceptaient pas de nous servir de l'essence, on ne prenait pas froid. On sentait bien qu'il y avait une certaine tension, et elle nous a ouvert quand même à ce pays-là pendant un mois. On est allé chez elle à Chengdu, dans le centre de la Chine, dans son tout petit appart pendant 2 ou 3 jours. C'était quand même incroyable de vivre cette expérience de la Chine avec elle. Ça c'était une sacrée
des belles histoires qui naissent. Est-ce que vous avez eu aussi des peurs? Parfois le voyage peut faire peur à certains. Est-ce qu'il y a des fois où ça s'est mal passé, des fois où vous êtes tombé dans des plans foireux, où vous auriez préféré être ailleurs peut-être? Plein. Vas-y, Lorraine. Bah, celui qui m'avait quand même le plus marqué, je pense que c'est un peu le cas de Gaz, enfin pour nous quatre, c'est en Iran quand on s'est retrouvés pendant quoi 5-6 heures en interrogatoire. Alors c'était très particulier, parce qu'en gros on avait dormi donc dans un cybercafé, c'est déjà bizarre. Donc en Iran on n'a pas le droit de dormir chez les gens si c'est pas déclaré auprès du commissariat de quartier. Et en l'occurrence le mec nous avait accueillis très gentiment après une soirée un peu particulière, avait visité toute la ville avec des guides qui nous avaient fait rapatrier juste pour nous faire visiter leur ville. Et le soir, on dort dans le cybercafé. Le lendemain matin, c'est 5h du mat, quelque chose comme ça, 5-6h du matin. On charge en vitesse le tuk-tuk parce que Charles avait reçu un message du propriétaire du cybercafé en nous disant partez vite, partez vite. On se connaît pas, on s'est jamais vu. Bref, on parlait très de moi. Et on charge le tuk-tuk et puis là arrivent deux ou trois mecs en moto. Alors du coup, effet un peu particulier parce que avec leur cagoule, leur cagoule 3 trous, très marquant comme effet, parce qu'on voit des mecs cagoulés qui arrivent près du tuk-tuk, et puis qui nous demandent de les suivre, on comprend très vite donc, que c'est la police, et là on se retrouve donc en interrogatoire pendant, ça a bien duré 5 heures cette histoire en fait, 5-6 heures, et donc tous les cas dans une petite salle, il faut imaginer à l'atmosphère un peu sombre, où on est fouillé avant d'entrer, on a un mec barbu avec deux gros portraits des ayatollahs à droite et à gauche, puis nous quatre assis sur des chaises. Puis là, il y a Charles qui est appelé. Donc, Charles disparaît de nos vues pendant, je sais pas, peut-être une demi-heure, on n'a entendu plus parler. Puis là, on le voit par la fenêtre partir, embarqué en voiture. Donc, on était à ciao, Charles. On ne sait pas si on se reverra, mais c'est un vrai plaisir. Puis après, c'est au tour de Louis qui disparaît. Donc là, je me retrouve moi toute seule avec Tanguy à essayer en vain de demander au gars si je peux aller chercher mes mots fléchés dans le tuk-tuk. Rien n'y fait, donc on papote avec Tanguy pendant que nos deux amis on ne sait pas trop. Et puis là, je vais laisser la parole à Charles ou Louis pour raconter ce qui s'est passé de l'autre côté du mur, parce qu'en fait, c'était pas très loin de nous. Vas-y Charles, raconte. Toi qui étais en premier, c'est toi qui as eu l'interrogatoire musclé un peu. Non, en fait, c'est pas l'idée, il voulait savoir où on avait dormi, quoi. Pas évident comme situation parce qu'on savait très bien que le gars chez qui on avait dormi ne voulait pas qu'on dise que c'était chez lui. Et du coup, non, c'était un interrogatoire un peu particulier, ça fait pas forcément un très bon souvenir. Même si ça nous a permis de voir pour moi un peu les deux côtés de l'Iran, l'aspect très accueillant, très sympa, des gens très cultivés qu'on a rencontrés tout le long des 2 semaines. Donc ça c'était vraiment un super souvenir et à la fois dans cet interrogatoire, on appelle ça comme on veut, un peu particulier en tant qu'occidental, on ne savait pas trop ce qu'il cherchait, à point si il voulait savoir où on avait dormi, mais au-delà de ça, il m'a demandé de chercher l'appareil photo, je passais les photos une par une, il me demandait c'était où, ça c'était les photos de désert, donc compliqué de répondre. Donc voilà, moi c'est un peu, je vais pas parler de l'homme d'un petit désert, mais je sais pas si lui qui fait compléter. Non, il y a eu un autre moment compliqué, on est arrivé en Turquie, on est arrivé à Istanbul la veille, le lendemain de l'attentat à la mosquée bleue, c'était 2015, non, c'était 2017, et donc nous on était à 100 bornes d'Istanbul à ce moment-là, et on dormait dehors, il faisait très très froid, il faisait moins de 5 degrés, et donc on se plaignait sous nos tentes, et là vers avec Lorraine, on entend du bruit devant notre tente, ça s'ouvre et on a des fusils sur nous, qui étaient braqués. Et donc, on sort tout de suite les passeports, on ne dit pas grand chose, on se rend vite compte quand même que c'était la police. Et donc, ils pensaient qu'on était en tuk-tuk pour faire un attentat, quoi. Et donc, ils nous ont mis pendant, je sais pas, on a passé 2 heures dans leur camionnette, je pense, tous les 4. Et donc, ils nous interrogeaient à peine. Le moment où on a vu les fusils sur notre tête, en fait, c'était pas très marrant. Mais voilà, il y a eu plein de trucs comme ça, et puis ça fait le rocambolesque du voyage, quoi. Et à la fin, c'est marrant.
Oui, il faut que ça se finisse bien. Alors justement, vous avez traversé donc combien de kilomètres en tout? 17 000, 18 000? Ouais, c'est ça, environ un peu plus. Je crois que sur le tuk-tuk à la fin, il y a écrit 19 000 et quelques. 19 000, donc presque 20 000 kilomètres à travers le monde pour débarquer en France, donc remettre des lettres écrites par des filleuls en Asie du Sud-Est à leurs parrains, et puis retrouver famille et amis après presque 2 ans de séparation, une année de volontaire bambou avec enfants du Mékong et une année de voyage. Comment ça se passe le retour en France? Déjà les lettres, quel lien est-ce que vous avez eu avec les parrains à qui vous avez remis ces lettres? Il faut toujours choisir qui parle, hein, c'est l'étape difficile. Moi, je me souviens on a sur le deuxième jour, on a passé la frontière à Menton. Le deuxième jour, on a pu aller remettre une lettre à une marraine qui habitait pas très loin entre Nice et Menton, je crois. Et je me souviens très bien de son émotion de nous voir arriver en tuk-tuk et elle qui attendait d'habitude les lettres qui arrivent quand même beaucoup plus rapidement avec la poste, il faut bien le dire. Et donc c'était une lettre un peu tardive, mais il y avait une symbolique qui était très touchante et on a eu un vrai quand on a pu voir les parrains qui recevaient les lettres, ça a toujours été assez incroyable. Dans certains cas, on connaissait même les filleuls, donc on pouvait avoir en plus voilà, vraiment parler de l'endroit où vit le filleul ou la filleule, de son quotidien, des personnes qui l'accompagnaient dans son quotidien, que ce soit son professeur ou la personne qui gérait le foyer. Et ben, du coup, d'apporter cette vision-là aux parents, même si c'est une lettre et que c'est matériel, il y a vraiment une symbolique qui est très, très forte et très touchante derrière. Et ça a toujours été incroyable quand on a pu donner en main propre aux parrains ou aux marraines les lettres. Même si on est moins efficace que la poste, Ouais. que UPS, Comme quoi, ils sont bons quand même. On critique parfois, mais ils sont plus rapides, ils sont plus rapides qu'un tuk-tuk. Alors vous avez plein de salutations, hein. Je prends quelques commentaires Facebook. Il y a Alice qui vous dit bonjour, Laure, Flavie, Sébastien qui dit super projet. Est-ce que vous êtes passé à Valence? Est-ce que c'est vous qui êtes passé à Valence? Est-ce que c'est vous ou les facteurs 1? Il y a moyen qu'on soit passé à Valence, ouais. C'est peut-être ça vous. devait être bien sur notre route, non? Oui, c'est probable. Béatrice qui vous salue, Anne-Claire qui dit super projet, Antoine, Jeanne qui dit coucou les rois du tuk-tuk, bravo au facteur nous dit Vincent. Voilà, on a plein de bises à vous tous de Johanna, Aline qui vous salue aussi. On a des questions aussi sur le retour. Après une aventure comme ça, comment est-ce qu'on revient à une vie normale? Est-ce qu'il n'y a pas un fossé avec ce qu'ont pu vivre les amis, les proches, la famille et au niveau professionnel aussi, comment est-ce qu'on rebondit? Là, je crois que vous avez tous des expériences assez différentes à nous raconter. Ouais. Allez, Louis, est-ce que tu veux commencer? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai pas été très. J'ai pas eu beaucoup de difficultés à revenir. Je me suis pas senti. J'ai pas senti un fossé entre les deux. Quand je suis arrivé chez moi, j'avais 2-3 amis qui traînaient à Reims. Du coup, j'avais pas de boulot à Paris encore. Donc, je suis arrivé chez moi à Reims. J'avais quelques amis et j'ai pris la décision. Je l'avais déjà prise peut-être 6 mois avant, au début du tuk-tuk, de me reformer pour devenir journaliste. Et donc, je savais que mon objectif, c'était de recommencer une formation, et si possible en alternance en septembre. On est rentré en mars, en février. Et du coup, j'avais quelques mois pour trouver. J'ai assez trouvé. Et j'ai pas senti de grande. Ça m'a pas fait tellement un choc. J'étais content de retrouver les gens. À la fin, le tuk-tuk, c'était fatigant quand même. C'était une vraie épreuve aussi à la fin. Ça nous faisait peur pour les raisons qu'on a évoquées avant. Et puis, on était quand même content de retrouver. Ça faisait presque 2 ans qu'on avait quitté tout le monde. Enfin, moi en tout cas, je dirais que ça a toujours passé un petit peu le reste. Un petit peu tout ce qui était choc entre ce que j'avais vécu en Asie et puis ce que j'ai retrouvé en France. Et du coup, là, avec le recul, ça fait 4 ans qu'on est rentré. Ça m'a quand même changé la vie puisque tout ça m'a fait changer de profession.
c'est pas eu un choc trop dur à absorber pour ma part. Lorraine, tu veux continuer? Alors moi, c'est plutôt l'inverse. Faut faire un grand écart. Non, mais j'étais partie effectivement avec en tête le fait que tout ça ne changerait rien quelque part, que c'était une parenthèse, puis qu'en rentrant on l'a fermé, puis on enchaînait. Moi, avant de partir, j'avais effectivement tout lâché, boulot, tout ça. Et le retour a été assez dur en fait. C'est-à-dire que j'étais effectivement pendant les 3 premiers mois en euphorie absolue de retrouver tout le monde, parce que c'est hyper joyeux que de retrouver sa famille, ses amis après quasi 2 ans. Et puis en plus, il y avait quand même plein de choses à raconter et tout. Donc effectivement, le retour a été sur du court terme très chouette. Et après, j'avoue, j'ai un peu plus galéré, notamment parce que je savais pas ce que je voulais faire d'un point de vue pro. Donc j'ai quasiment passé 1 an au chômage et pendant le chômage en bilan de compétences. Et c'est ce bilan de compétences qui m'a amené à faire mon CAP de fromager. Puis là, les portes se sont ouvertes. Et puis ça fait 3 ans que j'enchaîne des projets très chouettes. Mais j'ai quand même effectivement eu une année un peu sport. Enfin, j'ai trouvé que c'était dur, notamment de reprendre le rythme de vie parisien. C'est-à-dire un rythme hyper structuré où il faut tout organiser, où on laisse aucune part que notre vie était uniquement faite d'imprévus. C'est-à-dire qu'on savait il y a plus de 24 heures. Et ça, j'ai trouvé ça particulièrement stressant et frustrant. Ouais, j'ai mis un petit peu de temps avant de me Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est difficile. Le retour à Paris avec autant de gens et autant de choses prévues. On est habitué quelque part à être seul. Voilà, on avait un pauvre téléphone avec au maximum 3 numéros de téléphone, on n'avait pas de wifi en permanence, voilà, on n'était pas connecté, on n'avait pas le même rapport aux gens. Voilà, ça j'ai trouvé ça dur. Après, je suis ravie d'être rentrée, je suis très bien ici, et puis il y a encore plein de projets possibles, sans pour autant prendre un tuk-tuk et faire 18 000 km. Donc, Heureusement, voilà. ouf. Et après, je pense que ça a été différent pour Charles et Tanguy. Charles, tu veux enchaîner? Alors moi, le retour, ça s'est fait en plusieurs temps, on va dire. À peine rentré, j'ai eu besoin de repartir dans un autre projet où j'ai des copains qui m'ont proposé de monter un bar avec eux, donc on a fait ça, on a commencé à travailler vraiment dessus on a travaillé dessus pendant 3 mois environ, jusqu'à l'été, jusqu'à voir qu'en fait c'était pas forcément une si bonne idée que ça. Et puis c'était un peu plus compliqué que prévu, et on était pas forcément sur le même gazon, etc. Donc ensuite il y a eu l'été qui est passé, c'est vraiment je pense en septembre où moi j'ai atterri. Et là je me suis rendu compte qu'en 2 ans c'est sûr que les gens ont changé, les situations, certains ont avancé, ils ont tous les amis, etc. ont un boulot. Moi j'ai des frères et sœurs qui ont des enfants en bas âge quand je suis parti. Quand je suis revenu, ils avaient 2 ans, 2 ans et demi, ils couraient, etc. Donc c'est sûr que c'était particulier aussi. Donc on peut sentir un peu un décalage, un peu wow, qu'est-ce qui s'est passé là en 2 ans là, et après de commencer, enfin moi c'est comme ça que je l'ai vécu, à me poser beaucoup de questions en fait. Puis au-delà de ça, après, donc quand on était dans le tuk-tuk, donc c'était en 2015, il y a eu des attentats en France. Donc ça, on était au fin fond de la Chine quand il y a eu des attentats au Bataclan. Et c'est sûr que moi, après ça, j'ai mis un peu de temps à me dire qu'est-ce que j'ai fait de tout mon temps, j'aurais peut-être pu le donner en France, etc. Et donc j'étais un peu paumé à me dire est-ce que j'ai pas perdu mon temps. Et en fait, après, petit à petit, les choses se sont mis dans l'ordre. J'étais évidemment ravi d'avoir donné 1 an pour Enfants du Mekong, pour les enfants là-bas, etc. Et je regrette rien du tout. Mais c'est sûr que ça met un peu de temps. Donc moi, après, je me suis engagé en politique. Donc pour les élections présidentielles puis législatives. C'est encore un autre projet sur un court terme mais très intense. Donc, et après, donc, il a fallu quand même trouver un boulot parce qu'à un moment donné, il faut gagner sa vie. Donc moi, j'ai vraiment mis 2 ans, j'irai 2 ans, bien 2 ans à atterrir. Et voilà, aujourd'hui, je pense avoir bien atterri, même si je change régulièrement de travail, mais je pense avoir atterri. Donc continuer l'engagement mais en France. Alors Tanguy, encore un 4e parcours, toi tu as poursuivi l'engagement en Asie. Ouais, alors moi j'ai en fait je suis pas vraiment rentré en France, que je suis resté 3 mois en France avant de repartir pour Enfants du Mekong, où j'ai vécu 2 ans un peu dans tous les pays. En fait j'étais basé à Bangkok, mais je rayonnais un peu dans tous les pays et du coup j'ai pu voir beaucoup de l'action d'Enfants du Mekong et du coup ça a été une mission assez riche. Et donc tout ce que mes collègues facteurs ont vécu avec
leur retour, moi je l'ai vécu en fait avec 2 ans de décalage. Comme j'ai prolongé mon engagement au fond du Mekong, j'ai du coup eu un retour après moi 4 ans de ma vie qui était soit au service des enfants, soit pour ce voyage. Et du coup ça a été de toute manière, quand je suis revenu, je savais que ça allait être quand même un sacré challenge. Et fort du retour d'expérience de Lorraine et de Charles, en fait j'ai un peu pris les devants et j'ai été faire un bilan de compétences quasiment 1 mois après mon retour pour pouvoir tout de suite réattaquer et trouver un projet qui me séduisait. Et donc ça a été le cas. Au bout de 9 mois de chômage, j'ai retrouvé un travail où j'ai du challenge, où je progresse tous les jours. Donc je suis très content d'avoir retrouvé un travail qui est beaucoup moins original que ce que j'ai fait avant. C'est sûr, parce que je suis devenu consultant, donc je suis passé de l'autre côté de la barrière pour certains. mais en fait, je vois aussi que toutes ces expériences, même si elles n'ont pas encore tout leur sens aujourd'hui, elles ont une richesse qui, dans mon travail, est très bénéfique et qui fait que je pense avoir un bon contact et avoir de temps en temps une vision, une hauteur de vue qui est très appréciée par mes collègues et par les gens avec qui je travaille. Et du coup, en fait, je peux commencer à voir que tout ça a été en fait très bénéfique sur plein d'aspects et m'a construit tel que je suis aujourd'hui. Donc finalement c'est un mal pour un bien ce retour. Super, bravo. Il y a beaucoup de bravo hein, dans les commentaires. Dans les commentaires sur le Facebook Live. Je vais vous laisser, on approche de la demi-heure d'interview, donc on va bientôt arrêter. Je vous laisse préparer votre conclusion en donnant quelques actualités. Donc vous savez que vous pouvez nous retrouver tous les vendredis. On aura un invité différent. La semaine dernière, c'était Alexandre Sattler qui était un photographe. On a aussi une belle surprise pour la semaine prochaine. Donc vous pouvez nous suivre tous les vendredis pour rompre un peu la solitude du confinement. Et puis vous pouvez vous inscrire à notre newsletter L'heure de la récré qui vous permet d'avoir plein d'activités à faire en famille, des activités qui sont inspirées de la charte pédagogique qu'Enfants du Mekong déploie en Asie du Sud-Est auprès des enfants que l'on accompagne. Donc ça c'est très sympa à faire en famille. Et chaque mercredi vous avez l'heure du conte, un conte qui est lu aussi en direct si vous avez des enfants juste avant l'heure de la sieste à 14h. Voilà, les facteurs, est-ce que vous voulez nous donner une petite conclusion ? C'est le moment le plus dur, c'est la question la plus ouverte. C'est à vous, on compte sur vous. C'est le climax de l'interview, donc là faut être au top. Hein. Aucune pression, allez-y. Moi je dirais, faut pas attendre pour s'engager. Ne pas attendre. L'engagement c'est maintenant, peu importe où vous êtes, etc. Il y a toujours des moyens de faire des choses. Concrètement, même en confinement, je pense qu'il y a moyen de faire des choses, que ce soit parrainé pour Enfants du Mekong, dans tous les cas c'est une relation épistolaire, etc. Donc c'est possible de loin. C'est une sorte d'engagement, mais aussi auprès des autres, auprès de sa famille, auprès de ses proches, auprès des gens autour de soi, auprès des personnes âgées, auprès de là où on sent finalement un peu appelé, en tout cas on se sent bien. Je pense qu'on est très heureux à donner du temps et à donner de l'énergie finalement pour les autres, ce que je dirais. Bravo, ça. Ah, il a mis le niveau très haut. Ça me semble être une belle conclusion. Je pense aussi. Eh bien écoutez, merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup Lorraine, Charles, Tanguy et Louis pour cette interview à 5. C'était très sympa et puis bonne continuation dans tous vos projets. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle interview et à très bientôt. Bonne fête de Pâques à tous.